représentons beaucoup de communautés ici à la ville. Cette conférence de presse aujourd'hui, c'est pour créer un espace pour donner la parole à les organisations qui travaillent sur le terrain, qui travaillent à la première ligne, qui adressent jour par jour les crises de logement. Clairement, le 1er juillet, c'est une journée problématique ou difficile pour beaucoup de monde et cette conférence de presse adressait ça. Aussi, nous, aujourd'hui, lançons un report qui parlait de les crises de logement partout de Québec et Canada. C'est les chercheurs à l'Université Concordia qui travaillent dans les derniers mois pour parler avec 59 groupes, organisations et collectifs partout de Québec et Canada qui adressaient les crises de logement dans beaucoup de contextes. So today we're having a press event to speak about the housing crisis. We know very well that July 1st is a very difficult day for many communities. The housing crisis expresses itself in a very intense way on July 1st. So we thought it was important to create a space for community groups that are working on the front lines of the housing crisis, whose members are directly affected by the housing crisis, to speak and to give their voice and to share their perspectives about what is happening right now in this city. Also, we are launching a report. Over the last months, a group of researchers at Concordia University have been consulting with and speaking with 59 housing justice groups, organizations, and collectives, including tenant unions in all major cities across Quebec and Canada, and also in other communities. So we'll be speaking about this. Thank you so much for coming. Merci beaucoup à tout le monde pour participer aujourd'hui. Nous commençons les conférences de presse avec Drew Ojajay, qui est la personne, les auteurs principaux de cette report qui est lancée aujourd'hui. We'll start with Drew Ojajay, who's the researcher that is the principal author of the report that we're launching today. So welcome, Drew. Sorry, is it possible just to move the chair a little bit this way so the mic? Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être venu. On est là pour lancer le rapport de From Crisis to Consensus. Donc, d'une crise à un consensus. Ça parle justement des il s'agit d'un sondage des groupes qui militent pour le logement abordable partout au pays. Une soixantaine de groupes ont répondu à notre sondage et ont donné leur avis sur plein de choses, sur des politiques de logement et également que les moyens de les achever. Donc, so we're here to, in part, to launch the report From Crisis to Consensus. It's a report that is based on it's a report that's based on a survey of over 60 groups in Canada, from coast to coast to coast, who are I'm in French now, who are fighting for affordable housing across the country. So the basis of why SEAS is launching this report, the Solidarity Economy Incubator for Zero Emissions is launching this report, is in part because, when we're trying to build a democratic economy, one thing that we realize is that housing is at the core of that, not just because of cost, but because that's the basic security that people have, both as individuals and as collectives. It's the stability of people's housing is what enables them to stay in the same place, to be connected to their community, to be able to do things in common, and affordability of housing is what allows people to be able to take time between jobs. It's what enables them to leave relationships that are bad for them,
that are unhealthy. It's what allows them to try new things like starting cooperatives, starting community initiatives. All these things are made possible at the base by access to stable, affordable housing. And that's precisely what the housing crisis has taken away from so many people, as we're going to hear in a few minutes. So I just want to talk about the report briefly. Donc, le rapport, les conclusions principaux, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la conclusion principale, c'est que il y a un consensus des groupes partout au Canada pour un investissement massif dans un logement social et financé en plupart par l'État. Donc, so the consensus of this that we found among these 60 groups that we surveyed across Canada is that there's a very strong desire, and I think they see the solution to the housing crisis as being having a massive investment in social housing across Canada, and specifically nonprofit housing, whether that's public housing or whether that's cooperatives. But that's what people see as the solution to the crisis, and I think that diverges pretty significantly from the most political parties in Canada, who you know, some of them, like the NDP will, for example, you know, encourage some investment in public housing, but then there's a lot of like tax incentives and different things on the side, and it's not at a scale. I think, you know, most of the groups would agree that it's not at a scale that will actually address the housing crisis. The other, a few other key things, you know, there's a lot of groups that would like changes to the Airbnb, regulations. So there's, you know, I think a lot of the groups understand that there's how part of the housing crisis, especially in places like Montreal, is made by short-term rentals, and specifically taking you know, long-term rentals and you know, stable housing off the market in favor of short-term rentals. So there's also a majority of the groups agreed that there should either be a ban or strong regulations on short-term rentals. So, and then finally, a very strong majority of these groups are underfunded. I think these are, you know, the groups that are fighting for affordable housing across Canada, and who are in contact with tenants, who are in contact with people who are directly affected by the housing crisis to the largest extent. These groups are in favor, in the majority, for a greater funding for tenant organizing, basically. Either for tenant organizing, for housing advocacy. They see a very important step that needs to be taken there. Finally, I just wanted to add a few comments on Pierre Poilievre. Donc, Pierre Poilievre vient de terminer il fait actuellement une tournée du Québec. Et une des enjeux principaux dont il parle, c'est le logement. Et je pense que on peut voir que Poilievre a fait beaucoup, a eu beaucoup d'appui au cause de ses prises de position sur le logement. Donc, on voit que il fait très bien pour imiter la colère que sentent beaucoup de gens sur le logement, sur les rénovations, les très graves hausses de loyer, tout ça. Il imite très bien la colère, mais il est lui-même un propriétaire, je pense qu'on doit le souvenir. Puis, ouais, il est propriétaire qui loue à des locataires. Donc, il a personnellement des intérêts différents, puis au niveau global aussi. Et il a fait beaucoup d'événements avec des lobbyistes dans le secteur du logement, d'investissement dans le logement.
ce sont des gens qui sont à la base de la crise de logement. Donc, je pense qu'il faut souligner qu'il y a beaucoup de colère, il y a vraiment pas une partie politique pour l'instant qui répond à les besoins actuels sur le logement. So Pierre Poilievre is just finishing up his tour of Quebec, and he has been able to imitate the anger that people feel about the housing crisis. The housing crisis is obviously through rent evictions, through massive increases in rent, and everything is making housing inaccessible and causing a lot of anger and causing a lot of strife in people's lives, a lot of suffering. And Pierre Poilievre is the politician who has been able to imitate that anger and really has gotten a lot of support as a result. But I think it's important to understand and to remember that he is also a landlord. He's a landlord who rents to tenants, and he is also but you know, not just at the level of the landlord, of being a landlord and having those interests. He's also a person who is, you know, at the head of a political party that's holding fundraisers with some of the biggest lobbyists for the people who are causing the housing crisis, the investors, the sort of big corporate money pools, basically, that are pouring money into housing and treating it as a commodity and raising the price for everybody. So I think it's important at this point to understand that, you know, Pierre Poilievre is the person who's been able to get the most support from the public around the housing crisis. But there is no political party that's responding to the housing crisis at this moment at the level that would actually address the housing crisis. And I think that's a huge opportunity for any political party that wants to step into the fray there and say, okay, we're actually going to stand with these 60 housing groups across Canada who are unified in demanding a massive investment in public housing, because that is what created affordable housing in the past in Canada, and it's probably the only thing that will create affordable housing in the future. So I think that's really the takeaway from the report, and I'll leave it to people to my co-speakers to talk about the actual effects that are happening right now as a result. And there are copies of the report available for anyone who wants one. Thank you so much. Maintenant, nous donnons la parole à l'organisation qui adressait directement les crises de logement sur les premières lignes ici à Montréal, à Québec. J'ai invité Stéphanie de Frapu, qui est une association de beaucoup de groupes de locataires partout de Montréal et Québec. Et Stéphanie parlait de le travail de Frapu et aussi spécifiquement l'impact de la crise de logement pour les nouveaux immigrants et les réfugiés et des autres avec les statuts précaires. Bienvenue, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie Barama du Fonds d'action populaire en réaménagement urbain. On est plus fort, on parlait. Parfait. Alors, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, c'est un regroupement national qui regroupe donc des associations locataires et comités logements de partout au Québec, dont la priorité d'action est le logement social. Donc, à la faveur de chaque recensement, le FRAPU émet un dossier noir sur la pauvreté. Je vais vous faire part de quelques données date donc du dernier recensement de 2021. Il faut savoir qu'ils sont basés sur les revenus 2020. Donc évidemment, ce sont des revenus qui sont dopés par les prestations pandémiques qu'il y avait eu en 2020. Donc on peut bien sûr présumer que la situation actuelle est bien pire que les chiffres que je vais vous donner. Donc, selon le recensement 2021, donc, le quart des locataires du Québec, soit 373 000 ménages, consacraient plus de la norme de 30 % de leurs revenus pour se loger, avec un revenu médian de moins de 24 000 $ par année. Autrement dit, ils ne peuvent pas se payer les logements actuellement disponibles. De ce nombre-là, 128 000 consacraient plus de la moitié de leurs revenus pour se loger, avec un revenu annuel médian de 16 800 $. Et 49 000 d'entre eux
sont dans la situation extrême où ils consacrent plus de 80% de leur revenu au loyer. Autrement dit, sont à un pépin près de perdre leur logement. Évidemment, toujours selon les données commandées à Statistique Canada, on sait que les populations les plus impactées sont les locataires seuls, les familles monoparentales, les aînés et les jeunes, les femmes, les personnes avec handicap et les personnes des communautés autochtones et inuits. Et ces derniers, je vais en parler brièvement parce que vous en parlez dans votre rapport, sont aux prises avec le problème de surpeuplement dans leur communauté, surpeuplement qui, on le sait, augmente les risques de tensions familiales et de violence. Il y a un exode acté de ces populations-là vers les grands centres urbains, là où on sait qu'elles vont vivre de la discrimination et du racisme. Ces personnes sont plus à risque de se retrouver en situation d'itinérance. Autrement dit, le cas d'itinérance des Inuits, particulièrement à Montréal, est en fait directement lié à la crise du logement au Nunavut. J'en profite pour faire une parenthèse, parce que j'en profite à toutes les occasions de pouvoir le faire, sur l'amalgame discursif donc entre l'immigration et le logement. Parce qu'en janvier 2024, donc, paraissait une étude de la Banque nationale qui prétendait que le niveau de vie des Canadiens était compromis par la croissance démographique qui était imputable à l'immigration selon la Banque nationale. Je vous invite à lire l'étude qui a été menée par l'Observatoire des inégalités raciales et l'IRIS qui est sorti récemment, qui explique bien comment, historiquement, le Québec perçoit l'immigration comme une potentielle menace à la francophonie et un outil d'effacement de sa spécificité culturelle par le fédéral. D'abord, chaque statut migratoire mérite son analyse particulière, mais pour les deux catégories à qui on impute la crise, donc soit les travailleurs temporaires et les demandeurs d'asile, je voudrais rappeler qu'ils sont plus à risque aussi de vivre du surpeuplement. Le cas des travailleurs agricoles logés par leurs employeurs, souvent dans des conditions insalubres, certains sont retrouvent dans une situation de quasi-esclavage, ça c'était selon un rapport de l'expert de l'ONU. Les personnes à statut précaire, elles sont abusées par les propriétaires qui profitent de leur absence de droit. Bref, loin de voler des logements, ils s'occupent des logements que personne ne veut en fait. Victimes avant tout de la crise. Les ressources en itinérance de Montréal nous le disent aussi, voir une forte hausse des personnes migrantes parmi leur population, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je rappelle aussi que la régularisation des personnes sans statut ne générait aucune pression supplémentaire sur le marché locatif puisque ce sont des gens qui occupent déjà un logement. C'est le même principe pour le cas des réunifications familiales qu'on a pourtant vu baisser dans les dernières années. Donc, en plus de ça, la causalité entre taux d'immigrants et taux d'inoccupation est tout simplement pas avérée. Et ça, on le dit, on le marquait. Les régions qui accueillent une proportion minime d'immigrants affichent aussi des taux d'occupation familiaux. Le principal risque de cet amalgame est de conduire à de très mauvaises solutions sur les politiques migratoires d'abord, mais aussi sur les initiatives de construction pure et simple comme solution ultime, sans égard à l'abordabilité réelle. Construire pour construire sans égard à la nature des logements construits, c'est un cul-de-sac. Il y a aussi un récent rapport de l'IRIS à cet effet-là qui en témoigne sur l'industrie florissante de l'immobilier ces dernières années. À Montréal, les nouveaux logements étaient 2 fois plus souvent vacants que la moyenne du marché, donc notamment à cause de leur cherté. Donc la crise du logement, ce n'est pas réductible à l'offre, c'est une crise d'abordabilité. Freiner l'entrée des demandeurs d'asile ne soulagerait en rien les besoins des personnes en attente de logement subventionné parce que ces derniers ne sont pas admissibles. Bref, les besoins en matière de logement répondant à la capacité de payer des gens dépassent de loin la pression induite par l'immigration. En plus du fait que le cas des demandeurs d'asile ne répond pas à des impératifs économiques, c'est une responsabilité humanitaire du Canada, notamment envers des pays qui participent en tant que puissance économique à appauvrir, déstabiliser et détériorer. Donc, les demandeurs d'asile, ce n'est pas de la charité accordée, c'est des droits internationaux reconnus. Le Canada est dans la Convention de Genève, il doit recevoir des demandeurs d'asile. Au lieu de revoir les seuils, il faudrait repenser le choix de la composition privilégiée au Québec, qui est axée sur l'immigration temporaire, on le sait, des personnes qui sont donc non protégées par des traités internationaux. Le choix du Québec de privilégier les travailleurs temporaires et de sommer le Canada de freiner les demandeurs d'asile répond surtout à une logique d'immigration dictée par le patronat. Alors, bien sûr qu'un meilleur encadrement du marché locatif privé est souhaitable et important, mais les loyers ne redescendront pas. On peut au mieux freiner la hausse. Le plus récent rapport du marché locatif de la SCHL révélait que tous les centres urbains de 10 000 personnes
et plus du Québec affichait des taux de logement inoccupés de 1,5% et moins, ce qui est bien en dessous du seuil d'équilibre qui est fixé à 3% par la SCHL. La pénurie de logement affecte dorénavant toutes les régions du Québec. Et en plus de l'acuité donc et de l'étendue de la pénurie, l'explosion des loyers se confirme, au point où la SCHL arrivait à la conclusion que l'augmentation des loyers avait dépassé à la fois l'inflation et la progression des salaires. On voit aussi des taux de rotation moins importants. Ça, c'est signe que les ménages locataires endurent des conditions de logement intolérables faute de trouver à se reloger, des ménages moins. Le manque de logements familiaux qui répondent à la capacité de payer des familles aussi est encore plus criant. Donc, le taux d'inoccupation des logements de 3 chambres et plus est encore plus familier. La crise, on le sait, elle a des conséquences avérées sur les enfants, leur développement affectif et cognitif. Il y a aussi un rapport de l'Observatoire des plus petits à ce effet. Donc, j'en viens aux solutions. Il faut une alternative au logement locatif privé. Il n'y a pas d'autre... le privé n'a pas d'autre visée que le retour sur l'investissement. Donc, ce ne sera pas là qu'il y aura la solution. C'est pourquoi on considère que la socialisation du parc est la seule avenue pour une sortie de crise durable. Les principaux paliers d'où provient l'argent, donc le provincial et le fédéral, ont des responsabilités respectives. Et si on veut éviter que de plus en plus de locataires tombent dans le mal-logement, la précarité ou l'itinérance, il faut investir massivement dans le logement social et communautaire sous différentes formes. Il faut planifier son développement sur plusieurs années. Le FRAPU réclame de doubler la part de logements sociaux sur l'ensemble des logements locatifs du Québec en 15 ans. C'est un objectif qui est réaliste si on exige un accroissement des investissements du gouvernement fédéral et québécois. La perspective donc de le faire monter à 20 donc de doubler le pourcentage de logements sociaux et communautaires, c'est atteignable. On a un cycle clair de 10 000 logements sociaux par année sous forme de OSBL, coopératives d'habitation et de HLM, autant en construction neuve, en recyclage de bâtiments que par l'acquisition de bâtiments locatifs existants. Donc, c'est les mesures qu'on peut atteindre en ayant des mesures fiscales progressives au Québec et des fonds provenant du gouvernement fédéral destinés au logement. C'est comme ça qu'on va mettre en œuvre le droit au logement. Merci. Les prochaines personnes qui parlent, c'est Hubert Gendron-Blais, qui est un artiste qui parlait de la crise de logement et l'impact de l'artiste, parce que Montréal, c'est une ville d'artistes. Bonjour tout le monde. Donc, je vous parle au nom du collectif Réverbération d'une crise, une enquête sonore sur le logement à Montréal. Rapidement, Réverbération d'une crise, c'est un collectif qui a été formé par des artistes locataires de Montréal en 2022. Le collectif, en fait, vise essentiellement à faire entendre des dimensions souvent moins perçues de la crise du logement. Stéphanie Dufrappeux nous montrait plusieurs statistiques. Les études sont là, les faits sont là, la crise du logement est bien documentée de manière objective. Or, ces statistiques-là, même si elles sont absolument essentielles, en même temps, il y a plusieurs dimensions de la crise qui passent sous silence, notamment des dimensions plus existentielles, affectives, même si liées à l'ambiance. Qu'est-ce que c'est que vivre à Montréal? Pourquoi Montréal est une ville où les gens veulent venir passer du temps? Pourquoi la vitalité culturelle et l'artistique de la ville est aussi importante? Donc, nous, on a fait un processus d'enquête sonore essentiellement durant l'année 2022, mais c'est un processus qui continue encore une fois. Et ça a donné lieu à un album de musique, un podcast et un court-métrage. Tout ça est disponible sur Internet. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait à travers ce projet-là. Essentiellement, ce que le projet a fait ressortir, c'est que les dimensions collectives et affectives de la crise du logement sont extrêmement importantes. On a aussi pu voir que cet impact-là, donc affectif, qui se situe sincèrement au niveau des modes de vie. C'est rendu de plus en plus difficile à Montréal d'avoir un mode de vie qui n'est pas essentiellement tourné vers la productivité économique. C'est rendu difficile à Montréal d'avoir un mode de vie qui est plus tourné vers les rencontres, vers la création, vers un temps un petit peu plus en suspension, quelque chose qui fait la qualité et la beauté de la vie. Eh bien, à cause de la crise du logement à Montréal, ça pousse tous et toutes à faire des choix qui sont parfois difficiles et qui laissent moins de temps pour ce mode de vie.
Au niveau des artistes en particulier, comme en effet on disait plus tôt, on est parmi les populations les plus impactées par la crise du logement. Quelques éléments qui, malheureusement, ne ressortent pas toujours dans le discours officiel. D'abord, on a pu voir la fermeture de plusieurs lieux de diffusion, que ce soit à cause des hausses de loyers ou à cause des plaintes de bruit, qui sont des enjeux qui sont souvent liés. Pensons à Coop les Catacombes, au Divan Orange. Il y a moins de lieux pour partager l'art, et ça touche autant les artistes, évidemment, que le public. On a aussi entendu parler des espaces de création, des ateliers d'artistes qui étaient menacés par la crise du logement. Plusieurs ateliers ont fermé pour être transformés justement en lofts luxueux où les artistes même ne peuvent plus vivre. Mais aussi des studios de musique, encore là à cause des plaintes de bruit et ainsi de suite. Finalement, la dimension peut-être la plus insidieuse, c'est le fait que la hausse de loyer pousse les gens à consacrer une part croissante de leur temps au travail. Est-ce qu'on a vraiment envie de devenir comme Vancouver ou Toronto, où les gens ont besoin d'avoir environ 3 emplois pour arriver à payer un loyer qui, justement, va dépasser nettement leur capacité de payer? Pas nécessairement. Et en fait, le problème, c'est que non seulement ça donne moins de temps pour créer, mais ça rajoute aussi un stress qui, la plupart des artistes vont dire, qui dit stress, qui dit préoccupation économique, dit aussi souvent moins d'inspiration. C'est donc un mode de vie qui est menacé, mais c'est aussi dans un sens la vitalité artistique et culturelle de Montréal qui est menacée. Ça pourrait être un levier qui pourrait justement faire que la crise du logement devrait peut-être un peu plus toucher les pouvoirs publics dans la mesure où la mairesse Plante, en fait tous les paliers de gouvernement sont très fiers de la réputation artistique de Montréal. Eh bien, il ne faut pas prendre ça pour acquis. On offre des funérailles nationales à Jean-Pierre Ferland, soit, mais il faut comprendre que les conditions socio-économiques qui ont permis de produire quelqu'un comme Jean-Pierre Ferland ne sont pas réunies en ce moment à Montréal. On surfe sur des investissements, sur une situation qui était profitable jusqu'à peut-être au début des années 2010, mais là, c'est complètement en train de s'écrouler. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend, mais c'est quelque chose qui impacte des groupes, notamment des succès dont on est fiers, comme les Arcade Fire, ou ainsi de suite. Ce ne serait plus possible en ce moment de produire ça, ou au prix d'énormes sacrifices qui peuvent avoir des impacts psychologiques sur la santé, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il y a plusieurs autres populations, évidemment, qui sont impactées par la crise du logement, mais il ne faudrait pas oublier les artistes qui sont une partie extrêmement importante de la vie à Montréal. Merci. Merci, Hubert. Les prochaines personnes qui parlent, c'est une des travailleurs intervention principale à Résilience Montréal, Maggie. The next person who will speak, we're very lucky that she took the time to come today. Maggie from Resilience Montreal, an organization that's dealing every day with the front lines of the housing crisis. In many, many ways. And, you know, we know that the housing crisis has particularly impacted Indigenous communities in the city. And you know, the work that Resilience Montreal does on a daily level about this is so important. So thank you, Maggie, for being here, and welcome. Yes. Or French, if you want. English is fine. Okay. The number has increased, like for the past 4 years, has doubled. So every day, especially when it comes to July 1st, there have been a lot of people, especially the elderly people, couple or male, that have been kicked out of their apartments due to the increase of the rent, which sometimes they don't know how the regulations go because they don't know how to go about with the regime. They don't know any information. They just walk out because they're asked to leave. And the amount of the money they receive doesn't cover the rent, their new lease that's coming in. So a lot of them always end up on the streets. So the easy way of thinking for them is, okay, I'm going to try to get another cheaper place, but they can't because it's impossible. The rent is more than $900 now for a person. And to get into low-cost housing, it's like forever, almost a decade to get in there. And there's not enough of other cooperative housings that is happening around the city, which is really needed for most people that I see that walk into our shelter, which is very sad because I'm expecting to have a lot of people coming into our shelter
stating that they'll be wanting to have a home, but then again, will it cover their income? I don't think so. So, what is important for us is to have the help that we need and want for our people that come in and walk into our shelter, because we're always struggling to find the help and the needs we need, and it's almost like begging. You have to beg to get the person to live where they live, but half of the time, most of them just end up on the streets, and it's sad to say, some of them end up just dying. And as everybody knows, that we have already had, in 2 years' time, that we had more than 30 people pass away due to living on the streets, and it's very sad, and we need more help. The city needs more help, housing, and not just housing. For our shelter, we know what they need, because this is our last resort place for them to come in, because we invite everybody, and they know that we can help as much as we can, but then we just get stopped when we try to go reach out for that help. And as workers, frontline workers, we need the help we need as much as we can to make this happen, to get this crisis off, And it's sad to see people coming in there when they're very well dressed and they had a job, they had a home, they've been living over 20 years in an apartment, and then they come out and they say, I got kicked out because my landlord is increasing the rent and I cannot cover it. So that is something that is very hard to deal with, because you're not going to find anything else any cheaper than they expect. And like I said, I think us working together, maybe we can voice this out more powerfully, but hopefully our voices get heard. Thank you. Thank you so much, Maggie, for being here. Merci beaucoup, Maggie, pour prendre le temps aujourd'hui. La prochaine personne qui parle, c'est Sandra, c'est la directrice de Stella. C'est une organisation qui défend les droits des travailleurs de sexe à Montréal. The next person we'll hear from is Sandra, who is a community worker and the director of Stella, which is an organization that supports the rights of sex workers here in Montreal. Welcome, Sandra. Bonjour, Stella est un organisme par et pour les travailleuses du sexe. On fait des milliers de contacts à chaque année avec les travailleuses du sexe de tous les milieux. Donc, on voit le spectre des problèmes de logement de tous les côtés. Donc, on voit les femmes en situation d'itinérance dont les conditions de vie se détériorent constamment. On voit des femmes qui sont en logement, mais qui se sentent prises en otage par des propriétaires qui peuvent les mettre dehors à tout moment et augmenter les loyers, qui se sentent jamais stables dans un logement. On voit même des personnes qui sont dans des situations avec un revenu, avec une vie qui devrait être confortable, mais qui se retrouvent constamment à risque également. Dans nos autres mouvements desquels on fait partie, que ce soit le mouvement féministe, la table des groupes de femmes de Montréal, la Fédération des femmes du Québec, tout ce dont les femmes parlent, c'est de logement à tous les niveaux. On voit une augmentation de la violence envers les femmes à travers cette crise de logement, où on se retrouve souvent dans des situations où on est obligé de se mettre en couple pour être capable de payer nos factures, et on ne peut pas quitter une situation dangereuse parce que c'est impossible de trouver un autre endroit à habiter. Si on a des enfants, c'est encore pire, parce que se retrouver à la rue avec nos enfants, ça veut dire perdre nos enfants également. Dans les milieux VIH, dont nous sommes membres également, c'est le sujet de conversation partout au niveau de comment avoir un accès au traitement, comment garder les gens en santé, comment même avoir accès à du dépistage. Tout ça passe par le besoin de base qui est le logement. Même chose dans les milieux pour les femmes migrantes, sans statut ou avec statut. Le logement est également une crise qui vient éclipser beaucoup d'autres enjeux et causer beaucoup d'autres enjeux également. Donc pour nous, on est au-delà de simplement la crise du logement. On est vraiment
vraiment très loin dans un processus de transformation sociale profond qui vient, si on ne fait pas quelque chose rapidement, va venir détériorer à long terme les conditions de vie des personnes, va venir faire un recul de plus de 60 ans de progrès social au Québec, de victoires qu'on a gagnées avec des batailles très longues et ardues au niveau des droits des femmes, aussi au niveau de toutes sortes d'enjeux, même au niveau du droit du travail. Quand nos employeurs savent qu'on peut perdre notre logement à tout moment si on fait juste manquer un chèque de paye, on devient dépendant de nos employeurs. Quand les proprios savent que notre vie dépend de leur bonne volonté, ça lance un message à tous les proprios qui peuvent être violents envers nous, qui peuvent nous menacer, qui peuvent nous extorquer. Et c'est quelque chose que nous, les travailleuses du sexe, on est sur les premières lignes de cette violence qui va éventuellement toucher beaucoup d'autres personnes également. There's been several reports that have been published recently, besides the one that we're launching today. There's also a new report from the INSPQ, the National Public Health Institute here in Quebec, called Logement et Santé, Développement d'un cadre conceptuel. So we're at the point now in public health where we have an analysis framework for the way that the housing crisis is harming the health of the population. And it is becoming more and more a central factor in all spheres of public health. Have we learned nothing from the HIV crisis we've been in for 40 years, but also the COVID crisis that we've been in for 4 years now, that we will not do something to prevent further deterioration of our health? There's also a report that was published today, actually, from the Special Rapporteur on adequate housing, as well as the Special Rapporteur on extreme poverty, so 2 UN Special Rapporteurs, called Breaking the Cycle, Ending Criminalization of Homelessness and Poverty, where they say that the way states are increasing criminalization of homelessness, but also of all of the life-sustaining practices and activities that we do to survive homelessness and poverty, that this is a massive violation of human rights. The criminalization of drugs, the criminalization of sex work, the criminalization of everything, just being out in public at night, being in parks at night. So this is being reported at the UN today, but it was reported in Montreal in 2017 with the Commission on Profiling, Racial and Social Profiling. In 2017, the city itself issued recommendations that included changing municipal bylaws and other things that would reduce the criminalization of homelessness. And what we've seen since is a massive increase in the criminalization and repression against homeless people. We've become a city that, despite having always had encampments all over the city, where we now dismantle encampments the moment they pop up, not even giving people a chance to spend a few days looking for housing before having all of their stuff seized, before getting ticketed, before spiraling into further difficulties. We've seen also, just a few weeks ago, groups like mine were invited to the city for a meeting to get an update on this commission from 2017, where we were promised the abolition of 13 municipal bylaws that disproportionately target homeless people, and specifically the most vulnerable homeless people, Indigenous people, people who use drugs. And the conclusion that the city told us is that they're actually not going to do that at this point. They're going to do very, very minimal change that actually gives more power to police. So we're seeing a major deterioration everywhere and an increased repression at all levels of government. So I keep hearing, j'entends constamment que les conservateurs vont venir au pouvoir dans 1 an et demi. Et pour moi, ça c'est un appel à l'action, c'est pas une excuse pour ne rien faire. Quand les conservateurs savent qu'ils vont perdre le pouvoir dans 1 an, ils passent tous les projets de loi possibles et imaginables pour changer la société comme ils le veulent. Eh bien, moi, je demande que les gouvernements actuels, à tous les paliers, s'ils s'inquiètent vraiment de l'avenir des conservateurs, eh bien, c'est le temps d'être créatif, c'est le temps d'être courageux, c'est le temps de passer des lois, c'est le temps de faire du changement et pas de gouverner comme s'ils étaient des conservateurs simplement parce qu'ils pensent que c'est ça qui va arriver dans 1 an. La raison pour laquelle les conservateurs risquent de venir au pouvoir, c'est parce que les gouvernements qui se disent progressistes empirent nos conditions de vie, ne font rien, brisent leurs promesses. Donc, ce qu'on demande, c'est la décriminalisation totale du travail du sexe, des drogues, de l'occupation de l'espace public. On demande également de rendre la vie en public confortable. Si les gens n'ont pas de logement, eh bien qu'on fournisse une qualité de vie décente. C'est comme ça que les gens peuvent ensuite partir de ça et améliorer leurs conditions de vie. C'est pas en punissant les gens pour être dans la rue qu'on va leur trouver un logement, qu'on va stabiliser leur situation. Il faut avoir des politiques créatives pour avoir du logement à but non lucratif, pour aussi trouver des façons de rendre le logement privé plus abordable
parce que beaucoup de personnes ne sont pas éligibles au programme de logement subventionné, que ce soit des personnes qui n'ont pas de statut, des personnes comme nous, les travailleurs du sexe, qui n'ont pas de revenus légal et qui ne peuvent pas donc s'inscrire dans un programme où on doit produire ces revenus. Il faut penser où sont les maisons de chambre privées qui ont sauvé les vies de tellement de personnes. Une petite chambre à 200 $ par mois qui te permet, en sortant de prison, en arrivant en ville, de te situer. Elle n'existe plus. Il faut trouver des façons de les rendre existantes de nouveau. Donc, il faut aussi se rappeler que la raison pour laquelle Montréal est la ville qu'on aime, tant au niveau des artistes, comme on l'a mentionné, au niveau des travailleuses du sexe également, mais au niveau de toute la vie dynamique de Montréal, c'est parce que historiquement, c'était une ville où on pouvait arriver, se trouver, marcher dans un quartier, trouver une affiche, louer un appart et vivre une vie décente. Et c'est comme ça qu'on a créé Montréal. On est à risque en ce moment de perdre l'esprit de Montréal et on ne peut pas laisser ça arriver maintenant. Merci, Sandra. Thank you, Sandra, for taking the time to be here today with your kid, too. I would now invite, we're very lucky that Mustafa Hanawi, who is a community organizer at the Immigrant Workers Center, is here. This is a frontline organization supporting migrant workers, immigrant workers, refugees, dealing with the housing crisis and many other issues. Welcome, Mustafa. Thank you. It's a pleasure to be able to participate in the launch of the report today. And for us, the link between the housing crisis and our membership, particularly migrant workers, temporary foreign workers, international students, asylum seekers, is that they've unfortunately become a political football, not just by the conservatives or Pierre Poilievre, also by the liberals, and fundamentally actually by the liberals, have become a political scapegoat in terms of the housing crisis. That as a result, we don't have enough supply because we have too much demand, and so it's been easy to blame international students in particular. It's been able to blame asylum seekers for a housing crisis. But that doesn't explain a housing crisis in Shawinigan, which has actually one of the lowest migration rates in all of the country, one of the least diverse places in Canada, where the housing prices have actually doubled over the last 15 years. So how can an influx of migration explain unaffordable housing in Shawinigan? Or in parts in southern Ontario, where there's very little temporary foreign workers or international students or even asylum seekers. And this has unfortunately been the Liberal strategy of putting the blame or directing the anger not against the real culprits of our housing unaffordability or our housing crisis, which has been the question of speculation, which has been the question of short-term rentals, which has been the question of the outsized role of our banks and our entire structure of what Drew was saying, that the way we've been trying to resolve our housing crisis is through the market, and it's actually the market that's actually creating the crisis itself. And the reality for most of our membership and for most migrant workers is that they feel that this housing crisis quite acutely. And I think that's something that's misunderstood by the general public. If you're a temporary foreign worker, particularly seasonal agricultural worker, or you're a domestic worker, your housing is actually provided by the employer. And for many times workers pay enormous amounts to not have a room, to have a bed in a room. It's a fundamental difference. For many asylum seekers who are living in very cramped quarters that become akin to migrant worker camps in the Gulf. So, and entire neighborhoods have been treated this way. One of the things Mark Miller discussed was, and many pundits after the changes to the international student program, was that
Well, look at the housing crisis in Surrey or in Brampton, Ontario, or in Park Extension. It's to visualize and lay blame and to generalize the situation where these are neighborhoods, largely migrant workers, were workers and these people and communities have been taken advantage of because they're newcomers, because they have a lack of understanding of the law, because people are vulnerable around their status by these landlords. And then oftentimes these neighborhoods are also on the front lines of fighting gentrification, having to fight rent evictions. And one of the things that's really important in this political football strategy that both parties have been using is that also if you're not a permanent resident, you don't have access to social housing. All temporary residents and those who are undocumented do not have access to all of the same state supports when it comes to housing that permanent residents and citizens actually have. So in terms of a strain, there actually is no strain in terms of our resources. And so the impact of the scapegoating of our housing crisis on migrants has actually had a multidimensional impact very acutely on our members. One, because the way Mark Miller, the way that the Liberal government has actually pinpointed it, and that migrants and temporary migrants are to blame for our housing crisis, we've seen more direct restrictive measures on migrants themselves, which has been a direct impact of the scapegoating. So just to give a few examples, now most international students will no longer have access to post-work graduate permits, work permits. So they'll be thrown out of this country. That we've taken thousands of dollars of them, they've subsidized our post-secondary education system, and now we're going to throw them out the door as a way to say, well, we're dealing with the housing crisis. We're going to expedite deportations to lower our temporary population in this country, to bring it back down to 5%. So this is how we're dealing with the housing crisis, as opposed to having an immigration system based on solidarity and values and human rights, that this is now a question of supply and demand. The large promise made by the Liberals to give permanent residency to all those who are undocumented, and which Mark Miller again commented on this past weekend, the federal immigration minister said, well, Canadians are divided, our government is divided, because there is this anger around this cost of living crisis and around this housing crisis, right? And unfortunately, these misguided responses go to the fundamental question that Trudeau, quote unquote, Prime Minister Trudeau, is that his strategy to seek both housing affordability without undermining high value asset prices, right? That we can keep home prices inflated and at the same time the cost of housing itself affordable. It is completely contradictory. It completely makes no sense. And because this is the strategy they pursue, then the easiest group of people to blame are those the weakest in society, and unfortunately that has become migrants, underhoused people, racialized, and so they've become the sort of the targets of this attack. So for us, while it does not seem, on the surface, the issues in terms of our migration policy and our housing crisis don't actually seem on the surface very intertwined, but unfortunately for the Liberals and for our members, they're completely intertwined. And this is why we've been working with housing groups and seen it as so important to say that you can't scapegoat migrants for a housing crisis, that the real solution is the solutions that the housing justice movement have demanded for quite some time, which is the expansion of non-market housing, the access to housing for all, regardless of status, regardless of their economic situation, regardless of their employment. And this is the only way we're going to fundamentally deal with this crisis. Thank you.
Thank you so much to Mustafa Hanawi for your presence today and to all the speakers. So we have about 10-15 minutes for questions from the press. Merci à Mustafa et toutes les personnes qui parlaient aujourd'hui. Maintenant, nous donnons 10-15 minutes pour les questions par les médias. And this is a great opportunity to hear directly from community workers who are dealing with the housing crisis. So c'est une bonne opportunité pour écouter directement les travailleurs sur le terrain qui adressent les crises de logement. So you can say your question and one of the speakers will address it. If you have a question to a specific speaker, please identify that. Juste donner les questions. Si vous êtes posé une question d'une personne spécifiquement, juste mentionnez ça. So, welcome. Oui, une question pour Stéphanie du Frappure. En fait, c'est ça ma question, ce serait, vous avez mentionné que, évidemment, une des solutions qui serait la meilleure, ce serait une certaine socialisation du parc immobilier, en tout cas à l'achat de bâtiments privés, de logements privés par des organismes publics ou des coopératives, tout ça. Mais bon, ça avant de se faire, ça risque d'être un peu long. Dans les médias, là, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait être fait de rapide, parce que la crise, il y en a des gens qui vont se retrouver à la rue la semaine prochaine. Alors, ce serait quoi qu'on pourrait faire de concret rapidement? On demande quoi là, au gouvernement? Si c'est long, il y a des façons que ça ne se voit pas long. C'est ça qu'on dit. C'est que la temporalité est telle parce que les montages financiers sont compliqués, parce que le FAC est mal adapté au logement social, parce que les fonds du fédéral prennent du temps à arriver jusqu'à nous. Le temps, c'est des enjeux, c'est des obstacles logistiques qu'on peut. Ceci dit, bien sûr qu'on est pour les mesures d'urgence, on travaille fort pour que les gens qui vont se retrouver sans logement au 1er juillet reçoivent de l'aide des offices d'habitation ou de leur ville. On travaille beaucoup pour que ces gens-là soient soutenus. Et ça, évidemment, c'est des défis, c'est pas structurel. On demande des solutions structurelles et pérennes, mais on peut soutenir les mesures d'urgence à la veille du 1er juillet, c'est ce qu'on fait. Merci. Des autres questions? Other questions? I have one for Maggie from Vivians. Hi. Hi. Used to work for Canada, now I'm at House in the Rovers. I was wondering if you guys track the number of users like the week following July 1st, and if you notice that increase is like, even if you don't have the exact numbers, if it's like sustained, like it's not like, oh, it's a temporary thing in their back, but it's more of like it's growing. It's really growing. I've been there for 4 years now, and the time that happened, it doubled. The number has doubled. The amount of people, especially when COVID hit. Yeah. That's when a lot of people started coming in, and for sure we're going to get more. There's always new faces now. It's there's an increase by week. I could say I see new faces by 10 new faces a week. I can honestly say. So. Maggie, I also have a question for you, so I'll just ask you to sit for a second. I'm Jules from CUT. We heard Quebec and Ottawa announce $115 million in funding, emergency funding for homelessness in Quebec last week, and I'm wondering, what Resilience thinks about those kind of emergency measures and what we need in the long term to support the kind of work that's happening on the ground, that's not just emergency funding for now, but ongoing, yeah. You know what? What I would really like to see is a second stage housing. A second stage housing. That's what I would like to see, like something to be permanent, coming from the streets and then trying to help themselves. Not only for us, but for other organizations too. We all need the help we can to get the people off the streets with the addictions they have and all, whatever the background they come from.
Merci beaucoup, Maggie, encore pour votre présence today. Thank you again to Maggie for your presence today. I know that some of you want to do one-on-one interviews maintenant. So, moi, juste donner un peu à Drew pour mentionner un peu de le report qui est lancé aujourd'hui. Et après, vous prendre le temps avec les personnes pour faire des interviews one-on-one si c'est intéressant pour vous. So thanks everyone for coming. I just wanted to show you the actual report from crisis to consensus. Donc on va également avoir des copies en français. Si vous, il y a un code QR, vous pouvez voir Malcolm. SolidarityEconomy.ca, ça research. SolidarityEconomy.ca, donc solidarityEconomy.ca/research. C'est ça l'URL. Puis, oui, je peux juste montrer, il y a plein de détails qu'on n'a pas rentré là-dedans, qui sont assez intéressants sur les opinions des groupes partout au Canada, et surtout au Québec, mais aussi sur les enjeux du logement partout au Canada. So thanks everyone for coming. The report has lots of details in it. Has lots of graphs, lots of things that we didn't get to talk about today. So please download it at solidarityEconomy.ca/research. Thank you so much. Merci à tout le monde. Et maintenant, si vous êtes passé des interviews avec les personnes, nous avons 10 à 15 minutes. Merci. I've actually chatted before, but Yes. never. Nice to meet you. On peut faire l'entrevue. Oui. J'en ai juste pour un maximum de 10 minutes, même pas là. L'huissier? Ok, je peux lui dire, parce qu'elle m'a dit si tu as des entrevues en anglais, tu peux me les envoyer, mais elle pouvait pas. C'est bon? Merci. Je peux lui dire, ça c'est CTV? Oui, Olivia. Ok. Let's see, we're meeting with immigration tomorrow. J'arrive, Yeah, so I mean, we'll hear from there. Ok, ça c'est qui? Moi, c'est Isabelle, du cadre de la presse. Ok, ça va bien. C'est ça, d'habitude, je parle à Véronique Lafleur. C'est ça, en fait, je voulais savoir. Véronique, elle m'a déjà donné des témoignages, c'est ça. Puis, ben, j'en cherche encore. Probably not, but at least to know if it's really dead or not dead. Oui, je peux en y référer. Oui, mais là, une liste, là, parce que justement, comme on a beaucoup de gens, il y a des gens qui sont qu'on juge qui font des bons témoignages. Et maintenant, on leur demande d'emblée, est-ce que vous êtes prêts à témoigner pour garder une banque? Fait que, effectivement, là, je ne les ai pas là, mais si tu nous écris à l'adresse instrapu@frapu, ou à moi, Stéphanie, @frapu.c, c'est la même chose. OK. Puis, on peut référer des locataires. OK, bon, mais je Pas de problème. OK, merci. C'est bon, on va faire tout de suite. Je peux-tu me dire à peu près tes questions? Parce que je remplace Catherine. Ben, Exactement. Et c'est une aberration que je pense que les gens qui vont faire des soi-disant parce qu'ils ont des valeurs de vouloir faire du changement social.